Bonjour, je suis le docteur Lionel Crevon, je travaille à l'hôpital Desgenettes dans le service de médecine interne et de pathologie infectieuse. Le module que nous allons aborder aujourd'hui est celui de la médecine des voyages. Quels sont les objectifs de ce module? C'est de comprendre la finalité de cette médecine des voyages, qui est de donner des informations personnalisées sur votre santé en voyage, d'évaluer l'adaptation de la personne aux conditions connues du séjour, et de prodiguer les conseils nécessaires à la prévention des risques potentiels auxquels sera soumis le voyageur. Les risques, ils dépendent fortement de la durée du séjour, et on met à peu près une barrière aux alentours d'un mois et supérieure à un mois. De la saison, humide ou sèche, les saisons humides, notamment en zone intertropicale, est propice au développement des moustiques, et donc le risque de transmission de maladies par l'intermédiaire moustique est majoré. De la manière de voyager, classique, hôtel, tour opérateur, ou routard, en vivant sur le pays, en utilisant les moyens de transport locaux et l'alimentation locale. Il est certain que la deuxième manière de voyager expose le voyageur à des risques qui sont proches de ceux de la population locale. De son état de santé, en effet, une maladie chronique va modifier l'adaptation du patient aux conditions du séjour. Une grossesse est un autre élément qui va limiter les déplacements, limiter les prophylaxies et surtout induire une impossibilité de prendre un transport aérien à partir du 8e mois de grossesse. Le nouveau-né, et notamment le nouveau-né de moins d'un an, pose des problèmes de prophylaxie vaccinale et de prophylaxie médicamenteuse tout court en raison d'un problème de poids et de l'absence habituelle de prophylaxie validée, notamment vis-à-vis du paludisme pour les enfants de très bas poids. Les risques qui dépendent également des contraintes induites par le traitement éventuel de l'affection chronique que présente le patient, et notamment des médicaments qui demandent des conditions de conservation relativement strictes. Donc il s'agit à l'évidence de consultations qui sont personnalisées et centrées sur les besoins du patient et centrées sur les risques que celui-ci va prendre à l'occasion du voyage. Donc au préalable au conseil, il va falloir déterminer la destination, la durée du séjour, la période du séjour, période humide, période sèche, la qualité du séjour, hôtel, bivouac, routard, isolé ou en groupe, les activités au cours du séjour, sport ou activités particulières, notamment aquatiques, qui vont faire prendre des risques singuliers, notamment lors d'activités aquatiques en rivière. Les pathologies préexistantes et les impératifs thérapeutiques vont faire partie de la discussion lors de la consultation. Et on évaluera en fonction de ça la possibilité d'avoir recours à une structure médicale locale ou la nécessité d'un rapatriement rapide ou notamment pour des nécessités vaccinales, notamment concernant la rage qui sévit, comme on le sait, en Afrique mais aussi en Asie. Le patient, on passera en revue son âge. Je vous ai parlé de l'âge, notamment les âges très bas, l'état aspiratoire, l'état cardiologique, l'état veineux. On sait que les longs voyages en avion vont susciter une augmentation de volume des jambes par œdème et que ceux-ci sont souvent propices à l'apparition de phlébites. Des contraintes médicales, notamment lorsque des médicaments doivent être pris à horaire précis. Il va falloir prévoir la modification des horaires pour pouvoir adapter le patient, notamment pour des séjours longs, à ces nouvelles modalités de vie. On va évaluer la disponibilité d'un traitement sur place ou d'une structure de recours en l'absence de traitement ou de complications de la maladie. L'existence d'une immunodépression va être recherchée de manière insistante puisque certains vaccins, notamment les vaccins vivants et tout particulièrement celui de la fièvre jaune, vont être contre-indiqués
en cas d'immunodépression. On recherchera les intolérances médicamenteuses ou les allergies ou éventuellement les interactions avec un traitement que prend déjà antérieurement le patient. Notamment lorsqu'on va s'intéresser à des prophylaxies de maladies infectieuses, que ce soit des antibiotiques ou des antiparasitaires. Pour cela, on s'aide généralement de documentations qui sont régulièrement mises à jour. Il existe des publications officielles, le bulletin épidémiologique hebdomadaire, le bulletin hebdomadaire de l'OMS, qui permet d'avoir une connaissance des grands mouvements épidémiologiques, et notamment de la situation dans certains pays en particulier. Et on peut s'aider également du recours au site des affaires étrangères. On s'aide généralement de logiciels d'autoconseil, que ce soit Edisan ou Tropimed, qui sont des logiciels qui vont colliger l'ensemble des informations inhérentes à un pays et à leur situation climatique, aux risques épidémiologiques pris et aux modalités de prophylaxie. Il existe des sites d'aide de conseil, médecinedesvoyages.com notamment, qui est associé au site de mesvaccinations.com. Vous avez ici donc une illustration des recommandations sanitaires qui ont été éditées en 2015 par le Haut Conseil de la Santé publique et le calendrier vaccinal qui y est associé. La prévention doit être adaptée, comportementale, hygiène générale, accès à l'eau, gestion du soleil, gestion de l'alimentation, vaccinale, médicamenteuse, prophylaxie médicamenteuse le plus souvent, ou adaptation de la thérapeutique propre à l'intéressé, physique, les équipements de protection, que ce soit des équipements de protection vestimentaires ou des produits cosmétiques, temporels en fonction de la saison et de l'hygrométrie. La vaccination du voyage, elle repose sur un certain nombre de vaccinations et on s'interrogera à chaque fois sur la nécessité ou non d'y recourir. Principalement, sont discutées la fièvre jaune lors de séjours en Afrique intertropicale et en Amazonie, mais elle est souvent obligatoire pour le voyage, notamment lorsqu'on fait un voyage itinérant entre différents pays. Et il suffit que dans la liste des pays traversés, un seul soit potentiellement soumis au risque de fièvre jaune pour que la vaccination devienne obligatoire dans le pays suivant. La typhoïde, elle est surtout recommandée pour les séjours de plus d'1 mois et surtout en Asie du Sud-Est. L'hépatite A, que l'on n'observe plus dans nos régions, est un risque dès qu'on aborde des pays en voie de développement où le taux de transmission de l'hépatite A est extrêmement élevé et où 80 à 90% de la population est déjà immunisée avant 18 ans. L'encéphalite japonaise, elle est particulièrement présente en Asie du Sud-Est et son territoire s'étend jusqu'en Inde et au Bangladesh, mais elle concerne également la Corée, l'Indonésie et le nord de l'Australie. L'encéphalite attique, elle est surtout importante à discuter lorsqu'on fait des séjours en Asie du Sud, en Asie centrale et en Europe de l'Est. Elle est systématiquement proposée lorsqu'on va faire des séjours en zone boisée, notamment en Autriche, en Allemagne du Sud, en Pologne, en Tchécoslovaquie par exemple. La rage, elle est particulièrement présente en Afrique et en Asie, mais également en Amérique du Sud, avec des vecteurs habituels que sont les chiens, mais en Amérique du Sud notamment, il y a des transmissions de l'Issavirus, ce sont des virus apparentés à la rage, en Amazonie par des chauves-souris. La leptospirose, elle est à y discuter chaque fois qu'une activité aquatique est prévue, que ce soit du kayak, que ce soit du raid en forêt tropicale profonde, ou de la plongée sous-marine ou des activités de ce type-là. Et
avant de partir, il est nécessaire que toutes les vaccinations réglementaires soient à jour, puisque l'ensemble des maladies contre lesquelles elles vous protègent sont des maladies qui sont particulièrement fréquentes dans ces pays lorsqu'il n'existe pas de programme vaccinal élargi. Le risque principal du voyage est quand même pour majorité le risque du paludisme. Vous voyez ici les différences d'incidence entre l'Afrique où l'incidence est extrêmement importante, 455, et on voit tout de suite qu'il y a une chute très importante du nombre en Amérique du Sud et en Asie. Donc le risque, il est particulièrement important en Afrique, en ville comme en campagne. La prophylaxie du paludisme est discutée pour les grandes villes d'Asie où il est peu présent, et il est surtout présent en zone rurale. Et en Amérique du Sud, les zones sont particulièrement la région amazonienne pour l'essentiel. Qui dit paludisme dit prévention. Celle-ci repose, vous le savez à peu près tous, sur la chimioprophylaxie du paludisme, c'est-à-dire qu'il utilise un produit chimique. Mais les moyens de prévention du paludisme ne reposent pas uniquement sur la chimioprophylaxie, mais sur une information sur le risque encouru, sur des mesures de protection anti-moustique, mécaniques ou chimiques. Il s'agit de moustiquaires, de répulsifs, une chimiothérapie adaptée aux patients et aux risques, et une prise en charge adaptée en cas de suspicion d'accès-palus, prévention de l'accès grave, traitement de réserve, modalité de consultation, etc. Donc l'OMS recommande que le patient soit particulièrement conscient du risque, qu'il évite la piqûre du moustique du lever au coucher. Il y a une erreur